Dans cette vidéo, on va analyser un phénomène que beaucoup d'hommes vivent sans vraiment le comprendre. Pourquoi le silence parfois a beaucoup plus d'impact que les mots? Pourquoi le fait de ne plus répondre, de ne plus expliquer, de ne plus courir derrière, crée une réaction intérieure beaucoup plus forte que n'importe quelle discussion? Et surtout, ce qui se passe dans la perception de l'autre quand tu n'es plus disponible émotionnellement. Pas de manipulation ici, pas de jeu. Juste une lecture stoïcienne de la psychologie humaine et de la dynamique d'attachement. Parce que dans beaucoup de situations, ce n'est pas ce que tu dis qui marque, c'est ce que tu arrêtes de dire. Et ce vide, ton silence, commence à travailler dans l'esprit de l'autre d'une manière que les mots ne contrôlent plus. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi au canal, laisse un like sur la vidéo et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. Numéro 1. Le moment où tes mots perdent leur poids. Au début d'une interaction, les mots ont une importance énorme. Chaque message, chaque explication, chaque réaction crée une impression immédiate. On pense que c'est ça qui construit la dynamique. Mais il y a un point très précis où quelque chose change. Un moment où les mots commencent à perdre leur pouvoir. Ce moment arrive quand tu es trop disponible émotionnellement, quand tu expliques trop, quand tu réponds trop vite, quand tu cherches à clarifier chaque silence. Parce qu'à ce stade, l'esprit de l'autre ne te lit plus vraiment. Il t'anticipe. Il sait déjà que tu vas répondre. Il sait déjà que tu vas revenir. Il sait déjà que rien ne va vraiment disparaître. Et quand il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus de tension mentale. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui est certain perd de sa force psychologique. Et tes mots deviennent une forme de bruit constant. Ils expliquent, mais ils ne surprennent plus. Ils remplissent, mais ils ne créent plus de questions. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Tu commenceras à te retirer, pas forcément de façon dramatique, mais tu réduis ton volume, tu réponds moins, tu expliques moins, tu entres dans un espace plus silencieux. Et là, l'équilibre change. Parce que le silence ne fonctionne pas comme les mots. Les mots apportent une réponse. Le silence crée une question. Et l'esprit humain déteste les questions non résolues. Il commence à chercher des explications, à analyser ce qui a changé, à relire les anciens échanges, pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu as retiré quelque chose qu'il considérait comme acquis. Et c'est ici que ton silence devient plus puissant que n'importe quelle phrase, parce qu'une phrase se termine, mais une absence de réponse reste ouverte, et ce qui reste ouvert continue de vivre dans l'esprit. Numéro 2, le moment où le silence casse la prévisibilité émotionnelle. Quand tu étais dans la réponse constante, tout suivait une logique simple, message, réponse, silence, explication, distance, retour rapide. Et cette régularité crée une forme de confort mental, pas forcément de l'amour, pas forcément de l'attachement profond, mais une prévisibilité. Et l'esprit humain adore ce qui est prévisible, parce que la prévisibilité réduit l'effort émotionnel. Mais il existe un moment où cette structure se brise, et ce moment commence quand ton silence n'a plus de justification immédiate. Tu ne réponds pas, mais tu ne reviens pas non plus comme avant, tu n'expliques pas, mais tu ne réagis pas non plus. Et cette zone devient difficile à classer. Le stoïcisme ici est très précis. Ce qui ne peut pas être catégorisé devient mentalement actif, parce que l'esprit cherche toujours à réduire l'incertitude. Alors il commence à analyser. Il est occupé? Il est distant? Il joue un rôle? Il s'éloigne, mais aucune réponse n'est confirmée. Et cette absence de confirmation crée une tension silencieuse, pas visible, mais persistante. C'est là que ton silence commence à changer de nature. Il n'est plus perçu comme une simple absence de mots. Il devient un signal ambigu. Et les signaux ambigus sont ceux qui consomment le plus d'énergie mentale, parce qu'ils ne se ferment jamais complètement. Elle peut continuer sa journée, rester occupée, avancer dans ses activités. Mais en arrière-plan, quelque chose reste ouvert. Une boucle légère, une interrogation non résolue. Et cette boucle n'a pas besoin d'être consciente pour exister. Elle fonctionne automatiquement. Le paradoxe est simple. Plus tu parlais, plus tout semblait clair, mais moins tout était ressenti. Plus tu te tais, plus tout devient flou, mais plus tout commence à être ressenti. Et c'est ce flou qui change la dynamique. Parce que le flou oblige l'esprit à investir de l'énergie, à remplir les vides, à imaginer, à interpréter. Et ce que l'esprit imagine seul a souvent plus d'impact que ce qu'on lui dit directement. Le stoïcisme ne voit pas ce processus comme un contrôle, il le voit comme une conséquence naturelle. Quand tu retires la certitude, tu actives la perception. Et une perception active, c'est toujours plus forte qu'une explication passive. C'est ici que ton silence commence à dépasser tes mots.
Pas parce qu'il est puissant en lui-même, mais parce qu'il oblige l'autre à participer mentalement à ce que tu es devenu. Numéro 3, le moment où son esprit commence à combler les vides sans toi. Quand le silence s'installe assez longtemps, quelque chose de plus profond se déclenche. Ce n'est plus seulement une question de doute ou d'incompréhension. C'est un mécanisme interne de reconstruction, parce que l'esprit humain ne supporte pas longtemps une absence de continuité. Alors il fait ce qu'il sait faire naturellement. Il remplit les espaces vides, mais il ne les remplit pas avec des faits. Il les remplit avec des hypothèses. Elle commence donc à reconstruire ton image, pas volontairement, pas consciemment, mais progressivement. Des petits souvenirs reviennent, des moments précis prennent plus de poids, des détails autrefois insignifiants deviennent importants. Et ce n'est pas parce qu'ils ont changé, c'est parce que le silence leur a donné de l'espace. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui est absent physiquement devient présent mentalement sous forme de reconstruction. Et cette reconstruction n'est jamais neutre, elle est influencée par le ressenti du moment présent. Donc si ton absence crée une légère tension intérieure, le passé commence à être relu différemment, plus chargé, plus significatif. Parfois même plus intense qu'il ne l'était réellement. Et c'est là que ton silence commence à produire un effet indirect. Tu n'es plus en train de communiquer, mais tu influences la manière dont elle interprète ce qui a déjà été vécu. Le paradoxe est puissant. Plus tu parlais dans le passé, plus tu définissais clairement ton image. Mais plus tu te tais maintenant, plus cette image devient malléable. Et l'esprit, pour combler l'incertitude actuelle, utilise le passé comme matière première. Elle peut se surprendre à repenser à des conversations simples, à des gestes, à des réactions. Mais ces souvenirs ne sont plus neutres. Ils sont filtrés par ton absence actuelle. Et ce filtre change leur signification. Ce qui semblait banal devient important. Ce qui semblait clair devient ambigu. Ce qui semblait terminé devient réinterprété. Le stoïcisme met en lumière un point essentiel. La mémoire n'est pas fixe, elle est influencée par le présent. Et ton silence devient précisément ce présent qui modifie le passé. C'est pour ça que les mots perdent de leur impact avec le temps, mais que le silence continue d'agir. Parce que les mots finissent dans le passé. Mais le silence reste actif dans le présent. Et tout ce qui est actif dans le présent influence la lecture de ce qui est passé. Elle ne pense pas simplement à toi, elle te reconstruit. Et cette reconstruction n'est pas contrôlée. Elle est spontanée, émotionnelle et souvent plus intense que la réalité initiale. C'est ici que ton absence dépasse la simple distance. Elle devient un espace mental où ton image continue d'évoluer sans toi. Numéro 4, le moment où le silence devient une présence invisible. Il y a un basculement encore plus subtil que la reconstruction mentale. Un moment où tu n'es plus seulement quelqu'un dont on se souvient, mais quelque chose qui se ressent sans être nommé. C'est ici que le silence change complètement de nature. Au début, il était une absence, ensuite une question, puis une reconstruction. Mais maintenant, il devient une présence invisible, pas dans les mots, pas dans les actions, mais dans certaines sensations du quotidien. Elle peut être occupée, distraite, dans une conversation, dans une activité, et pourtant quelque chose revient. Pas une pensée claire, pas une image précise, une impression, comme un léger décalage intérieur, comme une note mentale incomplète. Le stoïcisme explique cela simplement. Ce qui n'est pas résolu émotionnellement ne disparaît pas, il se déplace dans l'arrière-plan de la conscience. Et cet arrière-plan n'est jamais silencieux. Il travaille doucement, sans bruit, sans pression directe, mais avec continuité. C'est là que ton silence devient plus puissant que tes mots, parce que les mots demanderont de l'attention pour exister. Le silence, lui, s'installe sans demander la permission. Et une fois installé, il commence à occuper des espaces que tu ne contrôles plus. Elle peut continuer à vivre normalement. Mais certains moments deviennent différents. Un moment de calme, une pause entre deux activités, un instant sans distraction. Et dans ces espaces, le silence revient. Pas comme un souvenir, comme une présence diffuse. Et cette présence ne dit rien, mais elle influence. Elle modifie légèrement la manière dont certaines situations sont ressenties. Elle change la tonalité de certaines pensées. Elle ajoute une profondeur invisible à des instants ordinaires. Le paradoxe est fort. Tu n'es plus dans la conversation, tu n'es plus dans l'échange, tu n'es même plus dans la réaction. Mais tu es dans la perception. Et la perception est le niveau le plus profond de l'expérience humaine, parce que c'est elle qui filtre tout le reste. Le stoïcisme ici ne parle pas de contrôle de l'autre, il parle de la nature de l'absence. Une absence prolongée, cohérente, non comblée immédiatement, ne reste jamais vide.
elle se transforme. Et dans cette transformation, elle commence à exister autrement. Pas comme quelqu'un qu'on appelle, mais comme quelque chose qu'on ressent sans le chercher. Et c'est là que ton silence devient stable, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est intégré dans le fond de la conscience. Numéro 5, le moment où elle perd le contrôle de ce qu'elle interprète. Il y a une étape encore plus délicate que la présence invisible. Un moment où ce n'est plus ce qu'elle ressent qui la perturbe, mais ce qu'elle commence à interpréter sans le vouloir. Parce qu'au début, le silence était extérieur, puis il est devenu mental, puis émotionnel. Mais ici, il devient interprétatif. Elle ne se contente plus de ressentir une absence ou une présence diffuse. Elle commence à lui donner du sens, et ce sens n'est jamais stable. Un jour, ton silence peut sembler insignifiant. Le lendemain, il peut sembler intentionnel. Puis, il devient ambigu. Puis, il devient chargé. Et ce changement constant crée une instabilité intérieure. Le stoïcisme est très clair ici. L'esprit cherche toujours à attribuer une intention à ce qu'il ne comprend pas. Et quand l'intention n'est pas donnée, il l'invente. C'est là que ton absence prend une autre dimension. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui n'est pas là, tu deviens quelqu'un dont l'absence est analysée. Et une chose analysée en continu ne reste jamais neutre. Elle devient un objet mental actif. Elle peut se surprendre à relire certains comportements, à recontextualiser certains moments, à se demander si quelque chose a été manqué. Mais aucune réponse n'est trop stable, parce que tu ne fournis pas de cadre clair, et ce manque de cadre force l'esprit à tourner, pas de manière explosive, mais de manière persistante, une boucle silencieuse, et cette boucle consomme plus d'énergie que la plupart des émotions visibles, parce qu'elle ne se ferme jamais complètement. Le paradoxe est fort. Plus tu donnais de réponses avant, plus tout était simple, mais moins il y avait de profondeur mentale. Maintenant, moins tu donnes de réponses, plus son esprit travaille. Et ce travail mental crée une forme d'implication involontaire. Elle essaie de comprendre sans avoir accès à de nouvelles données. Donc elle recycle le passé. Elle ajuste ses interprétations. Elle modifie légèrement la signification des souvenirs. Et à force de faire ça, ton image devient mouvante, pas fixe, pas stable, mais vivante dans sa perception. Le stoïcisme ne voit pas cela comme une stratégie. Il observe simplement un phénomène naturel. L'esprit humain ne supporte pas le vide d'interprétation. Il le remplit. Et ce qu'il remplit est toujours influencé par le présent émotionnel. Donc ton silence actuel agit comme un filtre invisible sur ton passé. Et c'est ça qui rend la situation complexe. Parce que tu n'agis plus directement, mais tu continues d'influencer indirectement. Et plus elle essaye de stabiliser son interprétation, plus elle réalise qu'elle ne contrôle pas totalement ce qu'elle en pense. Et ce manque de contrôle rend ton absence encore plus présente. Pas comme un fait, mais comme un processus mental en cours. Et un processus en cours ne peut pas être ignoré facilement. Numéro 6, le moment où elle commence à te mesurer avec une autre version de toi. Il existe une phase encore plus profonde que l'interprétation. Un moment où elle ne compare plus seulement le passé au présent, mais où elle crée une version mentale de toi. Une version reconstruite, pas forcément fidèle, mais cohérente avec ce qu'elle ressent maintenant. Et cette version commence à prendre de la place. Elle n'est pas basée uniquement sur la réalité de ce que tu étais. Elle est influencée par ton absence actuelle. Le stoïcisme explique ici quelque chose de fondamental. L'esprit ne se souvient pas seulement, il réécrit légèrement ce qu'il se souvient en fonction du présent. Et ce présent, dans ce cas, c'est ton silence. Donc ton absence agit comme un filtre silencieux sur ton image. Elle commence à se dire intérieurement des choses qu'elle ne formulait pas avant. Il était comme ça, il faisait ça, il ne faisait pas ça. Mais ces phrases ne sont pas neutres, elles sont chargées d'une émotion actuelle. Et c'est cette émotion actuelle qui modifie la lecture du passé. C'est là que le phénomène devient intéressant. Parce que tu n'es plus seulement une personne absente, tu deviens une version en évolution dans son esprit, une version qui change légèrement à chaque réflexion. Et plus elle réfléchit, plus cette version devient stable. Pas dans les faits, mais dans la perception. Elle peut même commencer à te mesurer inconsciemment à cette reconstruction. Pas de manière directe, mais dans certaines impressions. C'était mieux, c'était différent, ce n'était pas pareil. Et ces impressions ne sont pas toujours conscientes. Elles apparaissent dans des moments simples, un échange avec quelqu'un d'autre, une situation similaire, un silence dans une autre interaction, et quelque chose se déclenche. Pas une pensée complète, mais une comparaison automatique. Le paradoxe est fort. Tu n'es pas là, mais tu es utilisé comme référence mentale.
Et une référence mentale n'a pas besoin d'être active pour influencer. Elle fonctionne en arrière-plan. Le stoïcisme ici ne parle pas de domination ou de contrôle. Il montre simplement que l'esprit humain structure les absences en modèles internes. Et ces modèles deviennent des points de repère, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils sont reconstruits. Et plus elle utilise ce modèle pour interpréter le présent, plus il se renforce. C'est un cycle silencieux. Elle ne décide pas consciemment de te garder dans son esprit. Mais son esprit utilise ce que tu représentes pour organiser certaines perceptions. Et c'est là que ton absence devient paradoxale. Tu n'es plus dans la relation, mais tu es dans la structure mentale de comparaison. Et une structure de comparaison ne disparaît pas facilement, parce qu'elle est utilisée automatiquement, sans effort, sans intention, sans décision. Et c'est ce qui la rend durable. Numéro 7, le moment où elle commence à ressentir ton absence comme une norme étrange. Il y a une transition encore plus silencieuse que la comparaison mentale. Un moment où ton absence ne surprend plus, mais elle ne s'intègre pas totalement non plus. Et c'est là que naît une forme de tension très particulière, parce que l'esprit a besoin de cohérence. Il veut que les choses soient soit normales, soit expliquées. Mais ici, il n'y a ni explication complète, ni disparition totale. Juste une présence manquante qui s'est installée dans le temps. Et à force, cette absence devient une sorte de nouvelle norme, pas confortable, pas pleinement acceptée, mais reconnue. Elle s'habitue à certains espaces sans toi, à certains silences, à certains rythmes différents, à certaines réactions qui ne viennent plus. Mais cette habitude n'est pas neutre, elle est fragile, parce qu'elle est construite sur quelque chose d'incomplet. Le stoïcisme ici met en lumière un point essentiel. L'habitude ne signifie pas l'oubli, elle signifie l'adaptation. Et l'adaptation ne supprime pas la mémoire émotionnelle, elle la déplace. Donc ton absence devient une sorte de fond stable, mais avec des irrégularités internes. Par moments, tout semble normal, et par moments, quelque chose se désaligne légèrement. Une impression, un rappel diffus, une sensation sans origine claire. Et c'est précisément cette alternance qui maintient ton impact actif. Parce que ce n'est ni totalement présent, ni totalement absent. C'est instable dans la perception. Et ce type d'instabilité est très difficile à ignorer pour l'esprit. Elle peut continuer sa vie normalement. Mais certains instants révèlent une différence de texture dans son expérience. Comme si quelque chose manquait dans la continuité émotionnelle. Pas une douleur, pas une nostalgie claire, mais un ajustement subtil. Et plus ce contraste se répète, plus il devient familier. Et ce qui devient familier finit par être intégré. Le paradoxe est important. Ce qui te rendait visible au début était ton action. Mais ce qui te maintient maintenant est ton absence répétée dans la structure du quotidien. Et cette répétition silencieuse crée une forme de normalisation. Mais une normalisation incomplète. Parce qu'elle ne supprime pas les traces, elle les stabilise. Le stoïcisme ne cherche pas à dire que cela doit être interprété émotionnellement. Il observe simplement que l'esprit construit des repères autour des absences prolongées. Et ces repères deviennent la nouvelle base de perception. Tu n'es plus un événement, tu es devenu une condition implicite de contraste. Et une condition implicite influence sans être vue. Numéro 8, le moment où elle commence à réévaluer ses propres réactions. Il y a une étape encore plus profonde que l'habituation. Un moment où la dynamique ne concerne plus seulement ton absence, mais la manière dont elle réagit à cette absence. Parce qu'après un certain temps, l'esprit ne regarde plus uniquement l'extérieur. Il commence à se regarder lui-même. Elle peut remarquer quelque chose de subtil. Le fait qu'elle pense encore à certains détails. Le fait que certaines situations réveilleront des impressions liées à toi. Le fait que certaines réactions internes ne sont pas totalement contrôlées. Et cette prise de conscience change la dynamique intérieure, parce qu'elle ne se demande plus seulement où es-tu ou pourquoi tu n'es pas là, elle commence à se demander pourquoi ça me fait encore quelque chose, et cette question est plus profonde. Le stoïcisme met ici en lumière un point essentiel. Ce n'est pas l'événement extérieur qui crée la profondeur, mais la réaction intérieure qui le déclenche. Et quand la réaction devient visible pour la personne elle-même, elle change de nature. Elle n'est plus automatique, elle devient observée. Et ce simple changement crée une double conscience. D'un côté, elle vit les choses normalement, de l'autre, elle remarque qu'elle les vit différemment, à cause de ton absence. Et cette double couche crée une tension silencieuse, parce qu'il devient difficile d'être totalement spontané. Une partie de son esprit observe l'autre partie, et cette observation interne change la fluidité émotionnelle.
Elle peut continuer ses activités, ses interactions, ses habitudes. Mais certaines réactions deviennent plus lentes, plus réfléchies, plus analysées. Pas parce qu'elle le veut consciemment, mais parce qu'une partie de son esprit est devenue attentive à ce processus. Et dans cette attention, ton absence prend une nouvelle forme. Elle n'est plus seulement un vide extérieur, elle devient un déclencheur de réflexion interne. Et ce type de déclencheur est durable, parce qu'il ne dépend pas de toi. Il dépend de la manière dont elle se perçoit en train de réagir. Le paradoxe, il est fort. Tu n'es plus dans la relation directe, tu n'es plus dans la communication, tu n'es plus dans l'interaction. Mais tu es dans le miroir de ses propres réactions. Et un miroir intérieur est beaucoup plus difficile à ignorer qu'un événement extérieur. Parce qu'il ne disparaît pas avec la distance, il apparaît avec la conscience. Et plus elle devient consciente de ses réactions, plus ton absence devient un point de référence silencieux dans cette conscience. Le stoïcisme ici n'exagère rien. Il montre simplement que la perception de soi est souvent influencée par ce que l'on vit en absence de l'autre. Et dans ce cas, ton absence agit comme un révélateur intérieur. Pas de toi seulement, mais d'elle face à toi. Numéro 9, le moment où le silence devient une présence qui structure ses pensées. Il existe une phase encore plus silencieuse que la réévaluation de soi. Un moment où ton absence cesse d'être un sujet et commence à devenir une structure. Pas une pensée constante, pas une émotion forte, mais un arrière-plan stable dans sa manière de penser. Elle ne s'en rend pas toujours compte. Mais certaines réflexions passent désormais par une référence implicite. Comme si ton absence avait créé un cadre invisible dans lequel certaines pensées s'organisent. Le stoïcisme explique cela simplement. Ce qui dure dans le temps, sans résolution claire, finit par devenir une structure mentale. Et une structure mentale influence son bruit. Elle peut réfléchir à sa vie, à ses choix, à ses relations. Mais dans certains angles de pensée, ton absence est là. Pas comme un souvenir actif, mais comme une donnée silencieuse. Un élément qui a modifié la manière dont certaines choses sont perçues. Et c'est ce qui rend ce phénomène particulier, parce que tu n'as plus besoin d'être présent pour influencer le processus. Tu es déjà intégré dans la manière dont certains raisonnements se forment. Par exemple, certaines attentes changent, certaines interprétations deviennent plus prudentes, certaines réactions deviennent plus mesurées. Pas à cause d'une décision consciente, mais à cause d'une modification interne progressive. Et cette modification ne s'efface pas facilement. Parce qu'elle n'est pas basée sur un événement isolé, elle est basée sur une répétition silencieuse, ton absence dans le temps. Et le temps transforme ce qui était émotionnel en structure. Le paradoxe est important. Ce qui semblait être une rupture au début devient une organisation interne. Et cette organisation ne dépend plus de l'intensité du souvenir. Elle dépend de sa place dans la perception globale. Elle peut ne pas penser à toi directement pendant un moment. Mais certaines idées passent encore par ce filtre invisible. Et ce filtre influence la manière dont elle interprète d'autres situations. Le stoïcisme ici n'attribue pas de pouvoir magique au silence. Il décrit simplement un mécanisme naturel de la conscience humaine. L'esprit n'efface pas facilement ce qui a eu un impact émotionnel prolongé. Il le transforme en repère. Et un repère ne parle pas, mais il guide. C'est là que ton absence devient plus profonde que la mémoire, parce que la mémoire peut s'estomper. Mais une structure mentale continue d'agir même sans rappel. Et plus elle vit des expériences différentes, plus cette structure sert de comparaison silencieuse, pas toujours consciente, mais active. Et c'est ce qui rend ton absence stable dans son esprit. Non pas comme une histoire terminée, mais comme une base de lecture intérieure. Numéro 10, conclusion. Le moment où le silence cesse d'être un événement et devient une empreinte. Il y a une dernière transformation, et c'est souvent celle que l'on comprend trop tard. Un moment où ton absence n'est plus un sujet, plus une question, plus une tension active, mais quelque chose de plus profond. Elle devient une empreinte, pas visible, pas exprimée, mais intégrée. Le stoïcisme met ici en lumière une vérité simple et souvent ignorée. Ce qui est vécu avec intensité et durée ne disparaît pas, il se transforme. Et dans cette transformation, ton silence change de nature une dernière fois. Au début, il perturbait, ensuite il interrogeait, puis il faisait réfléchir, puis il influençait la perception. Mais ici, il ne fait plus rien de tout ça directement. Il est devenu un élément de fond, une trace silencieuse dans sa manière de percevoir certaines situations. Elle peut avancer dans sa vie, rencontrer de nouvelles expériences, créer de nouvelles connexions. Mais quelque chose reste structuré en arrière-plan.
une manière différente de lire certains comportements, une sensibilité modifiée face à certaines dynamiques, une attention plus subtile à certaines absences, et tout cela ne vient plus de toi. Ça vient de ce que ton absence a laissé en elle. C'est là que le paradoxe devient clair. Tu n'es plus nécessairement présent dans son esprit de manière active, mais tu influences encore la manière dont cet esprit fonctionne. Et cette influence n'a plus besoin de bruit. Elle est silencieuse, stable, intégrée. Le stoïcisme ne cherche pas à dramatiser cela. Il observe simplement que l'esprit humain ne revient jamais exactement à son point initial après une expérience marquante. Il se réorganise autour de ce qu'il a vécu. Et dans ce cas, ton absence a servi de point de réorganisation. Tu n'es plus une question ouverte. Tu es devenu une référence interne. Et une référence interne ne demande pas d'attention constante pour exister. Elle agit automatiquement dans certaines perceptions. C'est pour ça que le vrai basculement n'est pas dans ce qu'elle dit ou ne dit pas. Il est dans la structure invisible de sa perception. Et cette structure, une fois installée, continue de fonctionner même sans toi. Le silence, à ce niveau, n'est plus une stratégie, ce n'est plus une réaction, ce n'est plus un effet temporaire, c'est une empreinte psychologique. Et une empreinte ne disparaît pas avec le temps. Elle s'intègre dans la manière dont la réalité est perçue. C'est là que tout se termine réellement, pas dans le retour, pas dans la réaction, pas dans la conclusion extérieure. Mais dans cette réalité simple, tu n'es plus dans la dynamique, tu es dans la structure. Et ce qui devient structure dans l'esprit continue d'exister même dans le silence.